pour reprendre la séquence, déjà la ministre des Droits de l'Homme du Pakistan, on rêve. Le Pakistan a une ministre des droits de l'homme. Quand vous voyez le traitement qui est infligé à la minorité chrétienne au Pakistan, qui vit dans des cloaques qui sont pas très loin des ghettos de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, cette ministre ferait mieux de s'occuper de ces minorités persécutées et tuées plutôt que de s'occuper de fantasmes ou de ségrégation fantasmagorique dans les autres pays. Il y a encore des chrétiens au Pakistan. Oui, encore une toute petite minorité de chrétiens. Taslima Nasrin, tu avais suivi voilà. Donc il y a une minorité de chrétiens. Alors je vous explique pas la vie qu'ils ont. Donc que cette ministre s'en occupe. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, le tweet de Rokhaya Diallo, en fait, elle dit ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire, quand elle dit daltonien, etc., en fait, elle ne voit que les Noirs, les musulmans, etc. Elle ne voit pas les autres. Quand il y a des attaques terroristes qui touchent des gens de toutes les couleurs, elle s'en émeut pas. Elle s'émeut quand il y a un Noir ou un musulman qui tombe sous les coups de la police à tort ou à raison. Voilà, donc ces gens-là sont des anti-humanistes et des anti-universalistes. Quand vous êtes humaniste, vous avez de la compassion pour le genre humain, quelle que soit sa couleur, sa religion, ses origines. Elle, non. Elle n'a de la compassion que lorsque les victimes sont issues de minorités érigées au rang de vaches sacrées sur lesquelles elle et ses amis se prosternent. Ça, c'est un mouvement qu'il faut condamner de la manière la plus ferme. Imagine un seul instant qu'un responsable politique français avait désigné des victimes en disant ce sont des blancs, ce sont des chrétiens. La gauche entière, tous les médias, RTL, France Inter, etc., se seraient érigés en disant au racisme. Là, elle dit noir, musulman, etc. Elle catégorise les gens sans que ça émeut personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Je le donne plus. Mais non, mais il y a trois hypothèses. Elles sont, comme on dit, elles sont sur la table. Vous savez cette expression. Tout est sur la table. En responsabilité, c'est sur la table. Pascal Praud, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a, a posteriori, aucune corrélation entre la décrue de l'épidémie et les mesures qui ont été prises, ni le couvre-feu d'ailleurs, ni le confinement. Mais vous n'en savez rien. Ça c'est dit. Ah si. Martin Blachier avec nous, il nous dit non. Écoutez, moi j'ai. Il est épidémiologiste. Non. Les mesures prises n'ont pas provoqué de décrue. Parce qu'en fait, la décrue de l'épidémie a commencé dans un temps trop court pour qu'elle puisse être impactée au confinement ou au couvre-feu. Quels sont... Non, au couvre-feu, non. Alors, pas à Paris, je suis d'accord avec toi, mais ailleurs, il n'y a pas eu de couvre-feu et l'épidémie a décru aussi. Donc, quels sont vos titres d'épidémiologiste ? Mais non, mais moi, aucun. Mais je constate... Martin Blachier, lui, dit le contraire. Moi, je crois Martin Blachier. A priori, je constate... Et je trouve qu'il est un peu moins trompé que les autres. Je constate a posteriori, on constate ce que je viens de vous dire. Alors effectivement, comme nous sommes dans une société où tout peut être judiciarisé, eh bien, effectivement, le gouvernement va prendre toujours les mesures extraordinaires pour éviter les procès, les mises en accusation, etc. Voilà, c'est dire que les mesures étaient excessives, on peut dire qu'on aurait pu en prendre d'autres, etc. Mais à l'évidence, le fait que les gens se déplacent moins et se rencontrent moins, bien évidemment, le virus circule moins. Ça, là-dessus, je crois que personne ne peut le nier. Gérard, c'est pas le confinement, c'est effectivement les interactions sociales avec des gestes barrières stricts. C'est pas le fait d'enfermer les gens chez soi, chez eux. Le confinement, ils participent. Non, renforcent. Juste un petit mot sur les banques. Oui. Effectivement, quand vous êtes dans une phase de croissance et qu'une entreprise a un passage à vide, la banque accompagne parce qu'elle sait que c'est qu'un passage à vide. Là, nous sommes en situation de crise. Donc, effectivement, c'est l'État qui doit être au service et au secours du marché. C'est-à-dire que c'est à l'État. Quand Emmanuel Macron dit... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, exactement. Ça veut dire que l'État doit être là pour soutenir de manière inconditionnelle. Et je suis d'accord, et je pensais que c'était le cas. Je pensais que c'était le cas. Attends, je termine. Si effectivement l'État dit... On aide que les entreprises qui sont viables, mais c'est totalement tautologique. Ça veut dire qu'ils aideront personne. Voilà, parce que en période de crise, par définition, les entreprises ne sont pas viables. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'au moment de ça s'appelle la Banque centrale européenne. Pascal, au moment, tous ensemble, soyez gentils. Au moment de la crise des dettes souveraines en 2011, quand les banques elles-mêmes avaient besoin d'argent, la Banque centrale européenne a ouvert de manière illimitée les lignes de crédit pour sauver les banques. Maintenant, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire que quand les entreprises ont besoin de liquidités, il faut effectivement que les banques, appuyées par l'État, ouvrent les liquidités. On est dans une crise macroéconomique, donc on ne peut pas faire les tris. Il faut sauver tout le monde. Vous espérez que c'est la deuxième... Ça ne s'efface pas totalement. Attendez, il y a pire que ça, mais vous imaginez l'état d'esprit
de certains Français vis-à-vis de l'autorité de l'État, ils font une fête dans un pavillon, ils sont attrapés, ils sont dispersés et verbalisés, et une semaine après, ils recommencent. Mais quelle considération, quelle peur du gendarme ces gens ont? Rien. Donc en fait, là, on est au cœur de la problématique de l'autorité de l'État qui est bafouée. Alors qu'on fasse une fois et qu'on se fasse attraper, on se dit, bon, allez, la prochaine fois, on va pas recommencer, on va faire attention. Mais là, non seulement ils recommencent, mais ils recommencent au même endroit. On ne sait pas. C'est extraordinaire. C'est peut-être pas les mêmes. On ne sait pas le manque de reconnaissance. C'est le même endroit. Oui, c'est le même endroit, mais c'est peut-être pas les mêmes. Mais d'accord, c'est le même endroit. Je ne suis pas sûr qu'il faut être aussi... Il y a quelque chose que vous avez dit, Pascal Praud, tout à l'heure, qui est très important, c'est la notion de passage à l'acte. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on juge des actes. On ne juge pas des intentions. Parce que si on jugeait des intentions, à ce moment-là, il faudrait mettre des milliers de fichiers radicalisés qui ont l'intention de frapper la France, il faudrait les mettre en tôle. Or, on nous explique que l'état de droit nous empêche de les mettre en prison. Sur les réseaux sociaux, je vais tuer. Exactement. Or là, effectivement, il n'y a pas de matérialisation, il n'y a pas de concrétisation de preuve qu'un acte de corruption a été commis. Je ne vois pas comment ils pourraient qualifier effectivement juridiquement. Ils veulent se faire Sarkozy. Et ensuite, juste un mot sur aujourd'hui, on ne juge pas quelqu'un qui planifierait un attentat. Bien sûr que les personnes qui sont arrêtées et pour lesquelles on considère qu'il y avait la volonté de commettre un acte illégal, bien sûr qu'elles sont arrêtées et jugées. Madame Schulz, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour les fichiers S radicalisés qui effectivement auraient l'intention de frapper la France, on les enferme pas, on les juge pas pour leurs intentions. Bien sûr que quand il s'agit de commettre un attentat et qu'on a des éléments matériels attestant de cette intention, effectivement, là, il est possible de les juger, mais c'est du terrorisme. Un minimum confiance aux autorités sanitaires, un minimum. Ou alors, on ne respecte plus rien. Les effets secondaires. Les autorités sanitaires ont commandé pour plus d'1 milliard de remdesivir, qui sert aujourd'hui à rien, et tout le monde était d'accord pour dire que c'était efficace. Donc, vous savez, à un moment, il faut quand même aussi relativiser l'efficacité des autorités sanitaires. Au niveau du vaccin. Non, d'accord, c'est un médicament. Le jour où le vaccin sera autorisé, j'imagine j'imagine qu'ils auront pris toutes les précautions. Ou alors, on ne croit plus en rien.